Alors que j'étais en train de dîner, mon téléphone a soudainement sonné. Mon petit frère m'a dit froidement, « Grand-père est mort ce matin. Il m'a laissé l'intégralité de son domaine. Tu n'auras pas un seul centime. » Mes parents ont éclaté de rire. Enfin, cette fille est hors jeu. J'ai basculé l'appel en vidéo. Est-ce que vous savez tout qui est assis juste à côté de moi? Son visage est devenu livide dès qu'il a vu. Alors que je dînais, par un mardi soir humide à Little Rock, mon téléphone a soudainement sonné sur la table de la cuisine. Je m'appelle Mallory, j'ai 32 ans, et ce simple coup de téléphone a complètement brisé ma famille. J'ai décroché l'appel de mon petit frère. Dès l'instant où j'ai appuyé sur répondre, sa voix est arrivée, glaciale et calculatrice. « Grand-père est mort ce matin », a-t-il dit d'un ton plat. Il m'a légué l'intégralité de son domaine forestier. Tu n'auras pas un seul centime. Avant même que je ne puisse assimiler ces paroles froides, j'ai entendu mes parents jubiler en arrière-plan. Mon père a poussé un rire rauque, tandis que ma mère s'est écriée, « Enfin, cette fille est hors jeu ». Au lieu de pleurer ou de me disputer, j'ai tapoté silencieusement l'écran, et j'ai basculé l'appel en vidéo. J'ai incliné mon téléphone vers l'homme assis juste à côté de moi. Mon grand-père découpait tranquillement un morceau de steak grillé. Il a levé les yeux, a pris une lente bouchée, puis a fixé directement la caméra. Le visage de mon frère est devenu d'une pâleur cadavérique, dès l'instant où il l'a vu. Le rire de mes parents s'est figé instantanément. De l'autre côté de la table, mon grand-père s'est essuyé la bouche avec une serviette, puis s'est approché de l'écran. « Avant que tu ne vides mon domaine, mon grand, ça te dérangerait de me laisser finir mon dîner d'abord ?» Mon frère a bafouillé quelque chose dans une panique totale, avant de raccrocher brutalement. Si vous souhaitez découvrir comment se déroule cette dramatique trahison familiale, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour soutenir la chaîne. 20 minutes après la fin de l'appel vidéo, dans un silence complet, mon téléphone a commencé à vibrer sans s'arrêter, recevant des appels frénétiques de maman et papa. J'ai posé le téléphone, face contre le comptoir en granit, et je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que l'écran s'éteigne enfin. De l'autre côté de la table, mon grand-père a fini tranquillement son steak, s'essuyant désinvolte les mains avec une serviette, comme si mon petit frère Cody ne venait pas de tenter de le déclarer mort. Nous n'avons pas discuté de cet appel pour le reste de la soirée, car il n'y avait aucun besoin d'alimenter leur folie. Au lieu de cela, j'ai versé 2 verres de thé glacé, je l'ai aidé à organiser son pilulier quotidien, et je m'assurais qu'il était confortablement installé dans la chambre d'amis. Tôt le lendemain matin, sous la lourde chaleur humide de l'Arkansas, j'ai conduit mon Ford F-150 en direction du centre-ville de Little Rock. La circulation matinale le long de l'Interstate 35 était inhabituellement fluide, ce qui nous a permis d'arriver à destination en avance. Nous allions directement au cabinet d'avocat de notre spécialiste en droit des successions, Spencer Croft, un homme d'affaires avisé aux cheveux blancs, âgé d'une 60aine d'années, qui gérait les affaires de mon grand-père depuis plus de 2 décennies. Spencer Croft nous attendait déjà dans son bureau d'angle, 2 grands gobelets en carton remplis de café noir posés sur la table de réunion en acajou ciré. Dès que nous nous sommes assis, j'ai expliqué le coup de téléphone bizarre de la veille au soir, y compris ce détail terrifiant, Cody affirmait que l'intégralité du domaine lui avait été léguée à lui seul. Spencer Croft s'est adossé dans son fauteuil en cuir, un subtil sourire effleurant ses lèvres, avant que son expression ne devienne sérieuse. Il a sorti une chemise en carton jaune, épaisse et jaunie, du tiroir de son bureau, puis a étalé plusieurs documents juridiques sur la table. Il a expliqué que 2 semaines plus tôt, Cody avait appelé de manière inattendue son cabinet, pour poser des questions détaillées sur un document spécifique. Ce document était un testament obsolète, que mon grand-père avait signé il y a 10 ans, bien avant que je ne sois ajouté à la succession, à une époque où
Cody était encore considéré comme l'unique héritier principal, après le décès de ma grand-mère. Cody avait d'une manière ou d'une autre trouvé une copie de ce vieux document, dans un classeur non sécurisé dans l'ancien atelier de mon grand-père, et avait supposé qu'il s'agissait toujours de la version activée. Juridiquement contraignante. Spencer Croft a secoué la tête lentement, précisant que l'Ancien Testament avait été officiellement révoqué il y a 5 ans, lorsque mon grand-père avait mis à jour sa planification successorale. Afin de s'assurer que j'étais désignée comme co-héritière à part égale et exécutrice testamentaire principale. Votre frère pensait tenir le ticket gagnant, a dit Spencer Croft, en faisant glisser le plan successoral actuellement valide vers nous. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'un projet vieux de 10 ans ne veut absolument rien dire aux yeux de la justice, dès lors qu'un document notarié plus récent existe. C'est alors que le puzzle de la façon dont Cody était arrivé à une conclusion aussi téméraire s'est enfin assemblé. Le lundi après-midi, une ambulance s'était brièvement arrêtée dans l'allée de mon grand-père, après qu'il a subi une légère baisse de glycémie alors qu'il travaillait dans son jardin. Les secouristes ont vérifié ses constantes sur place, lui ont donné un verre de jus d'orange, et l'ont transporté à la clinique locale à titre purement préventif. Une voisine indiscrète avait aperçu les véhicules d'urgence, et avait laissé un message vocal vague et paniqué sur le téléphone de mon père, affirmant que mon grand-père avait été emmené, et que la maison était plongée dans le noir le plus complet. Guidé par la cupidité et une pure impatience, Cody avait appelé la clinique tard le lundi soir, exigeant de connaître l'état de mon grand-père. Cependant, comme Cody n'était pas inscrit comme représentant médical désigné, le personnel hospitalier a strictement appliqué les lois fédérales sur la confidentialité, et a refusé de divulguer le moindre détail sur l'état de santé de mon grand-père. Plutôt que de venir en voiture pour prendre des nouvelles de sa propre famille, ou simplement de décrocher son téléphone pour m'appeler, Cody a fait la supposition folle et arrogante que mon grand-père était décédé au milieu de la nuit. Il a supposé que l'absence d'information signifiait le pire absolu, et au lieu de faire son deuil, son tout premier réflexe a été de se précipiter pour réclamer l'héritage avant que quiconque ne puisse réagir. Mon grand-père observait le panorama de Little Rock par la haute fenêtre du bureau, les 2 mains posées sur la poignée de sa canne en bois. La trahison financière le blessait, mais la prise de conscience que son propre petit-fils attendait sa mort avec impatience le frappait bien plus profondément. Spencer Croft nous a averti que, bien que l'annonce prématurée de Cody ait échoué lamentablement, son besoin désespéré d'argent signifiait qu'il chercherait probablement un autre angle pour contester la succession. Alors que nous nous levions pour quitter le cabinet d'avocat, mon grand-père s'est tourné vers Spencer Croft, et lui a demandé de réviser le moindre compte d'actifs liés à l'exploitation forestière familiale, bien déterminé à protéger ceux qui nous revenaient de droit. Le jeudi après-midi, le rythme paisible de notre semaine a été brisé lorsque le Ford F-150 de mon père s'est engagé de manière agressive dans mon allée. Le lourd moteur du camion s'est coupé brutalement, et 3 portières ont claqué. Presque en unisson. À travers la fenêtre de mon salon, j'ai regardé papa, maman et Cody s'avancer d'un pas martial sur l'allée en béton, vers mon perron. Ils n'y avaient aucune trace de honte ni d'embarras sur leur visage pour l'erreur humiliante qu'ils avaient commise 2 jours plus tôt. Au contraire, leur posture était raide d'indignation, dégageant une amère détermination à reprendre le contrôle d'une situation qui leur avait complètement échappé. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent briser le silence en frappant à la volée, m'écartant pour les laisser entrer dans le couloir. Maman m'a immédiatement frôlé sans croiser mon regard, se dirigeant tout droit vers la salle à manger, où grand-père Clifford était assis avec son journal du matin. Papa se tenait au centre du salon, croisant fermement les bras sur sa poitrine. Tandis que Cody rôdait juste derrière lui, une épaisse chemise en cuir calée sous le bras. Nous devons parler de ce qui s'est passé mardi, a dit papa, la voix gravée rauque après des années de tabagisme. Tu as fait honte à toute cette famille. Mallory,
en jouant à des jeux enfantins avec des appels vidéo, alors que l'esprit de ton grand-père décline clairement. J'ai plissé les yeux, ressentant une vague de colère immédiate dans ma poitrine, mais avant que je ne puisse prononcer le moindre mot, grand-père Clifford a abaissé son journal, puis a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Mon esprit est aussi vif qu'au jour où j'ai construit mon premier atelier, a-t-il déclaré calmement, bien que ses articulations soient devenues blanchant, serrant les bords du journal. Le seul jeu stupide joué cette semaine, c'est Cody qui annonce ma mort pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Maman a fait un pas en avant, posant une main lourde sur la table en bois de la salle à manger, tout en fixant mon grand-père avec une pitié condescendante. Tu as 74 ans, Clifford, et vivre isolé dans cette maison avec Mallory a complètement altéré ton jugement, a-t-elle soutenu, son ton suintant d'une fausse inquiétude. Tu as été admis à l'hôpital plus tôt cette semaine, et tu es manifestement incapable de gérer plus longtemps le stress de la direction d'un domaine forestier de 200 hectares. Sans attendre de réponse, Cody a ouvert la fermeture éclair de sa pochette en cuir, et a claqué une pile de papier juridique fraîchement imprimé sur la table, juste à côté de la tasse de café de mon grand-père. Ricanement il a poussé un lourd stylo métallique vers l'avant, pointant les lignes de signature surlignées par de brillants onglets jaunes. Ces documents étaient des actes de transfert de propriété pré-rédigés, conçus pour céder immédiatement l'intégralité du domaine forestier et de l'atelier commercial à la société personnelle de Cody, dépouillant de fait mon grand-père de chaque bien qu'il possédait. Il s'agit de préserver le patrimoine familial avant qu'un étranger ou deux mauvais conseils ne ruinent tout ce que tu as construit, a dit Cody d'un ton plat, refusant de me regarder dans les yeux. Cède le domaine forestier à mon entreprise aujourd'hui, et nous veillerons à ce que tes dépenses médicales et tes conditions de vie soient gérées en douceur, sans aucun spectacle public supplémentaire. Je me suis interposé entre Cody et la table, fixant directement mon père. Il est tout à fait capable de gérer sa propre vie, et tu sais très bien qu'il ne s'agit pas d'héritage. Il s'agit d'éponger les affaires ratées de Cody. Papa fait un pas agressif vers moi, levant un doigt accusateur. Reste en dehors de ça, Mallory. Tu le manipules depuis son opération du genou, en l'isolant du reste d'entre nous, pour te garantir une plus grosse part de son argent. Mon grand-père s'est levé lentement de sa chaise, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois, pour garder l'équilibre. Mais sa stature restait haute et imposante. Il a ramassé les actes de transfert, a regardé les pages de titres pendant une brève seconde, puis a déchiré fermement toute la pile de documents en deux, en plein milieu. Le bruit du papier déchiré a résonné nettement dans la pièce, alors qu'il jetait les morceaux déchiquetés directement sur les bottes de mon père. Sors de là. Maison de ma petite fille, a ordonné grand-père Clifford, la voix tremblante d'une rage sincère. Et ne remets plus jamais les pieds sur mes terres. Papa est devenu rouge de honte, tournant le dos et se dirigeant vers la porte d'entrer sans un mot de plus. Maman l'a suivi de près, marmonnant amèrement entre ses dents à quel point nous étions ingrats. Cody s'est attardé sur le seuil du perron un instant de plus, ses yeux se durcissant pour afficher une lueur sombre et impitoyable. Tu penses que déchirer du papier te protège, le vieux, a ricané Cody d'un ton glacial. D'ici demain matin, mon avocat déposera une requête formelle de tutelle d'urgence, auprès du tribunal des successions du comté de Pulaski. Nous laisserons un juge te déclarer juridiquement incapable, et je prendrai le contrôle du moindre dollar que tu possèdes, que ça te plaise ou non. 10 jours. Après la menace de Cody, un huissier de justice a gravi les marches de mon perron pour me remettre la convocation formelle au tribunal. Le dossier juridique épais contenait la requête de Cody, déposée auprès du tribunal des successions du comté de Pulaski, demandant une audience d'urgence pour placer mon grand-père sous tutelle judiciaire. Au lieu de fabriquer de purs mensonges qui auraient pu être facilement réfutés, Cody avait intelligemment instrumentalisé des événements ordinaires du
Quotidien, les déformants pour en faire des signes alarmants de déclin mental. Sévère. Il a mis en avant un incident mineur survenu 6 mois plus tôt, lorsque mon grand-père avait reculé avec son camion contre un poteau de clôture en bois. À son atelier, causant une légère rayure sur le pare-chocs arrière. Cody a également documenté un rendez-vous manqué chez le cardiologue l'hiver dernier, ainsi qu'un double paiement de facture d'électricité effectué en ligne par mon grand-père, après avoir oublié qu'il avait déjà réglé le solde 2 jours plus tôt. J'ai apporté les documents directement à Spencer Croft, qui nous a conseillé d'effectuer une évaluation cognitive indépendante, comme moyen le plus efficace de démonter la requête de Cody avant l'audience. Il a organisé un rendez-vous immédiat au centre médical de Little Rock, auprès d'un psychiatre gériatre indépendant, le Dr Gerald Shaw, un spécialiste respecté, dont les évaluations médicales pesaient d'un poids immense dans les procédures du tribunal des successions. 2 matins plus tard, j'ai conduit mon grand-père au centre médical, attendant patiemment dans la salle d'attente pendant que le Dr Gerald Shaw réalisait un bilan clinique complet de 2 heures. L'examen comprenait des tests de mémoire standardisés, des soustractions mathématiques complexes, des épreuves de perception spatiale, ainsi qu'un interrogatoire détaillé concernant la capacité de mon grand-père à gérer ses finances personnelles et les activités de la vie quotidienne. Lorsque la lourde porte en bois du bureau s'est enfin ouverte, le docteur Gerald Shaw est sorti avec un sourire poli, tenant un presse-papier rempli de notes d'évaluation détaillées. Il a remis une copie du rapport d'évaluation officiel à mon grand-père, confirmant qu'il avait réussi chaque section du test cognitif, avec des résultats exceptionnels pour un homme de 74 ans. Le docteur Gerald Shaw nous a assuré que mon grand-père faisait preuve d'une pleine capacité mentale, de facultés de raisonnement irréprochables, et d'une compréhension approfondie de ses choix successoraux et médicaux. Malgré cette validation médicale victorieuse, le trajet du retour vers ma maison s'est déroulé dans un silence lourd et douloureux. Mon grand-père fixait fixement les arbres de l'autoroute par la fenêtre du passager, posant son menton sur ses mains usées par le temps. La réalité selon laquelle son propre fils et son petit-fils l'avaient soumis à un test psychiatrique humiliant, dans le but de lui retirer son indépendance, pesait bien plus lourdement sur son cœur que n'importe quel litige financier. Le fait d'être contraint de prouver sa santé mentale à un inconnu, en raison de la cupidité de sa famille, lui avait arraché une part de dignité qu'aucun rapport médical élogieux ne pourrait véritablement restaurer. Pendant ce temps, maman Brenda a commencé à mener activement une campagne de diffamation malveillante dans toute notre famille élargie, ainsi qu'au sein de la communauté ecclésiastique locale du centre de l'Arkansas. Elle a appelé des proches en affirmant que mon grand-père perdait rapidement la tête, et que je l'isolais cruellement de ses enfants pour manipuler son testament en ma faveur. Lors d'une course habituelle au supermarché local, une ancienne amie de la famille a écarté son caddie en me voyant, chuchotant suffisamment fort pour que les clients alentour entendent que je profitais d'un homme âgé. Ce soir-là, je m'assis à côté de mon grand-père sur le perron, alors que la moite nuit du sud s'installait sur le domaine forestier. Il tenait le rapport médical entre ses mains, pointant en silence la confirmation écrite du docteur Gerald Shaw, qui attestait de sa vivacité d'esprit. Il m'a regardé avec une expression triste et fatiguée, se demandant pourquoi les gens qu'il avait passé sa vie entière à protéger et à soutenir traitaient désormais ses cheveux argentés et son genou raide comme la preuve qu'il n'avait plus sa place chez lui. Pendant que nous préparions notre défense pour l'audience, maître Spencer Croft a appelé pour nous faire part de constatations cruciales obtenues auprès de la banque. Il nous a demandé de venir immédiatement à son bureau du centre-ville de Little Rock, le ton particulièrement sombre au haut-parleur. Lorsque mon grand-père et moi sommes arrivés 20 minutes plus tard, Spencer Croft avait étalé plusieurs épaisses piles de registres financiers sur sa table de réunion en acajou, balisées par de brillants onglets rouges. Il a expliqué qu'après le dépôt par Cody de la requête en tutelle, prétendant que mon grand-père perdait le contrôle de ses finances,
Spencer Croft avait obtenu l'autorisation légale d'auditer chaque compte bancaire lié à l'atelier forestier commercial au cours des 4 dernières années. Ce qu'il a découvert n'était pas l'histoire d'un homme âgé devenant désordonné avec son argent, mais plutôt un vidage calculé et systématique des économies de toute sa vie. 2 ans plus tôt, mon grand-père avait subi une lourde opération de la cataracte, qui avait temporairement altéré sa vue pendant près de 4 mois. Durant cette période de convalescence, il avait signé une procuration financière limitée, accordant à mon père et à Cody un accès temporaire pour gérer l'entretien courant du matériel et payer les factures d'exploitation du domaine. Cet accès temporaire était censé prendre fin au moment où mon grand-père reprendrait le travail. Pourtant, Cody avait discrètement maintenu l'autorisation secondaire active sur le compte professionnel principal. Spencer Croft a tapoté son stylo contre un tableur détaillé, mettant en évidence des dizaines de virements suspects survenus sur 24 mois consécutifs. Au lieu de payer des fournisseurs de bois légitimes, Cody avait généré de fausses factures pour d'imaginaires améliorations de machines et réparations structurales de l'atelier. Ricanement, il a utilisé ces documents frauduleux pour autoriser des virements répétés, directement vers une société écran de bâtiment qu'il avait enregistré sous son propre nom, détournant la somme vertigineuse de 320 000 $, au nez et à la barbe de mon grand-père. L'ampleur même du vol a laissé mon grand-père visiblement sous le choc, ses mains tremblant au fur et à mesure qu'il suivait du doigt la longue colonne de fonds volés. Chaque transaction portait la signature de son propre fils et de son petit-fils, des personnes en qui il avait eu une confiance aveugle pendant sa convalescence. Spencer Croft a révélé que Cody n'avait pas utilisé cet argent pour bâtir une entreprise légitime, mais avait au contraire dilapidé chaque dollar dans des investissements immobiliers spéculatifs à haut risque sur la côte de Floride, lesquels s'étaient complètement effondrés lors du récent ralentissement du marché. Confronté à une faillite imminente, avec des recouvreurs de dettes massives se rapprochant de son entreprise en difficulté, le désespoir soudain de Cody est devenu douloureusement évident. Il ne s'était pas soudainement inquiété de la santé mentale de mon grand-père ou du patrimoine familial après avoir vu une ambulance devant la maison. Il se noyait dans une ruine financière totale, et déclarait mon grand-père juridiquement incapable par le biais d'une tutelle judiciaire était sa tentative désespérée de prendre le contrôle de l'ensemble du domaine forestier, afin de couvrir ses crimes avant que quiconque ne découvre les fonds manquants. J'ai regardé Spencer Croft, lui demandant si ses relevés bancaires étaient suffisants pour être présentés directement au juge des successions lors de la prochaine audience. Spencer Croft nous a assuré que cette traçabilité documentaire transformait notre posture, passant d'une simple défense à une contre-attaque juridique foudroyante. Dans l'État de l'Arkansas, utiliser une procuration pour transférer les fonds d'un parent âgé vers des comptes professionnels personnels, sans autorisation écrite explicite, constitue une grave exploitation financière de personnes âgées. Un délit majeur entraînant une responsabilité civile immédiate. Des sanctions pénales. Mon grand-père s'est adossé dans son fauteuil en cuir, fermant fort les yeux, alors que la lourde vérité déferlait sur lui dans le silence du bureau. Il avait passé des décennies à travailler de longues heures sous le chaud soleil du Sud pour bâtir un héritage sécurisé pour sa famille, pour finalement réaliser que sa propre chair et son propre sang avaient traité ses économies de toute une vie comme une tirelire ouverte. Il a ramassé les relevés bancaires, les tenant fermement dans ses mains usées. Puis a ordonné à Spencer Croft d'en joindre chaque page à notre dépôt officiel. Au tribunal. 2 jours avant l'audience, Maître Spencer Croft nous a remis un dossier imprimé de messages textes assignés depuis le téléphone de Cody. Les données numériques ordonnées par le tribunal ont révélé un long échange non filtré entre Cody et mon père, s'étalant sur les 6 mois précédents. Alors que mon grand-père se penchait sur le bureau en acajou, ajustant ses lunettes de lecture pour parcourir les pages de la transcription, la froide arrogance capturée dans ces lignes imprimées a brisé le moindre espoir discret qu'il avait gardé caché dans son cœur. Dans un fil de discussion
particulièrement édifiant, envoyé seulement quelques semaines après le début des virements frauduleux. Mon père avait demandé à Cody s'il craignait que mon grand-père ne finisse par auditer les comptes de la Syrie. La réponse tapée par Cody était courte, dédaigneuse et suintante de mépris. Le vieux n'ira jamais au tribunal pour ça, avait répondu Cody sans hésitation. Il préférerait ravaler la perte plutôt que de faire honte au nom de la famille. Merci dans tout Little Rock. De toute façon, il nous pardonne toujours. 7. Seule phrase révélait la cruelle fondation de toute leur intrigue. Pendant des décennies, chaque fois que Cody avait eu des ennuis financiers avec ses entreprises ratées, mon grand-père était intervenu en silence pour amortir le choc, faisant des chèques pour préserver la fierté de sa famille et offrir une autre chance à son petit-fils. Mon père et Cody n'avaient pas passé des mois à essayer de masquer parfaitement leurs traces parce qu'ils croyaient sincèrement que leur couverture juridique était infaillible. Ils avaient agi en toute impunité, simplement parce qu'ils pensaient que mon grand-père était trop fragile, trop anxieux du nom public, et trop farouchement dévoué à son sang pour leur demander un jour des comptes. La prise de conscience que sa générosité de toute une vie avait été interprétée comme de la faiblesse a transformé quelque chose de fondamental chez mon grand-père. L'expression de blessure hésitante qui ombrageait son visage depuis le premier coup de téléphone a complètement disparu, remplacé par une résolution calme et inébranlable. Il ricanement a reposé la transcription des messages sur le bureau de Spencer Croft, puis a levé les yeux avec un regard fixe. Ils ont bâti tout leur plan sur l'hypothèse que je resterais silencieux pour les protéger. A dit mon grand-père, la voix ferme et dépourvue de colère. Il est temps de leur montrer que ma bonté n'a jamais été un permis de me voler. Sans un moment d'hésitation, mon grand-père a demandé à Spencer Croft de rédiger immédiatement un plan successoral entièrement révisé, et de révoquer chaque document testamentaire antérieur. Il a formellement déshérité à la fois mon père et Cody, s'assurant qu'aucun d'eux ne recevrait jamais un seul hectare du domaine forestier ni un seul dollar de ses économies personnelles. Selon les termes du nouveau document juridiquement blindé, mon grand-père a créé une fiducie entre vifs irrévocables, conçue pour couvrir ses propres soins de santé, son logement et ses besoins personnels pour le reste de sa vie, gérée par un tiers professionnel indépendant. À son décès futur, sa résidence principale, ainsi que la moitié du domaine forestier de 200 hectares, m'ont été attribués directement. La portion restante du domaine a été affectée à la création d'une fondation permanente de bourse d'études en foresterie à l'université locale de l'Arkansas, aidant ainsi de jeunes étudiants issus des classes populaires à poursuivre des diplômes en conservation des terres et en gestion forestière durable. Lorsque Spencer Croft a présenté les documents finalisés une heure plus tard, mon grand-père a signé chaque page d'une main ferme et régulière, observant deux assistants juridiques attester et notariser sa signature. Il a ramassé sa canne en bois, s'est redressé de toute sa hauteur sans avoir besoin d'aide, et a regardé vers la fenêtre qui donnait sur les rues de la ville. Pour la première fois depuis des semaines, il ressemblait à cet homme fort et autonome qui avait passé 40 ans à bâtir une entreprise forestière à partir du sol aride du Sud. Alors que nous sortions du cabinet d'avocat pour retrouver le chaud soleil de l'après-midi, mon grand-père s'est arrêté à côté de mon camion, posant sa main sur le capot brûlant. Il m'a regardé avec un sentiment de paix silencieuse dans les yeux, faisant remarquer que fixer des limites aux personnes que l'on aime est souvent le travail le plus difficile qu'un homme puisse accomplir, mais que préserver sa dignité vaut toujours la douloureuse clarté qui l'accompagne. Par un humide mercredi matin, nous avons grandi les marches en pierre du tribunal du comté de Pulaski pour l'audience de tutelle. La salle d'audience voûtée était calme lorsque la juge des successions a ouvert la séance, incitant l'avocat de Cody à présenter immédiatement leur requête. Ils ont tenté de dresser le portrait d'un déclin cognitif sévère, faisant sans cesse référence à la légère rayure de la clôture à l'atelier, ainsi qu'au rendez-vous médical manqué quelques mois plus tôt. Cody était assis avec suffisance à la table des requérants, posant ses coudes
sur la surface en chêne, comme si le domaine forestier était déjà légalement placé sous son contrôle absolu. Lorsque notre tour est venu de présenter notre dossier, Spencer Croft s'est levé calmement, et a pulvérisé toute leur histoire. Fabriqué de toutes pièces en quelques minutes. Il a d'abord présenté le rapport médical complet signé par le docteur Gérald Shaw, qui établissait clairement que mon grand-père jouissait d'une santé cognitive irréprochable et d'une pleine capacité mentale. Spencer Croft a ensuite dévoilé les registres bancaires certifiés, détaillant le vol systématique de 320 000 $, aux côtés des messages textes assignés par la justice où Cody se vantait ouvertement que mon grand-père n'entamerait jamais de poursuite. L'atmosphère dans la salle d'audience a basculé instantanément, au fur et à mesure que la juge examinait attentivement les documents financiers et les transcriptions de messages. Acculé par cette traçabilité irréfutable, Cody a perdu son sang-froid et s'est tourné agressivement vers mon père, hurlant que toute la fraude avait été l'idée de mon père depuis le tout début. Mon père a réagi furieusement, frappant du poing sur la table et répliquant en hurlant que c'était Cody qui avait dilapidé l'argent volé dans des investissements immobiliers ruineux. Leur dispute frénétique s'est poursuivie jusqu'à ce que la juge frappa plusieurs reprises avec son marteau, exigeant le calme dans sa salle d'audience. La juge des successions a rendu sa décision sans quitter le siège, rejetant formellement la requête en tutelle de Cody avec préjudice. Elle a souligné que mon grand-père faisait preuve d'une clarté mentale exceptionnelle, tout en réprimandant publiquement mon père et Cody pour avoir tenté de détourner le système judiciaire afin de dissimuler une exploitation financière. De plus, la juge a officiellement transmis l'ensemble du dossier et de l'audit financier directement au procureur du comté de Pulaski, en vue d'un recouvrement civil officiel et d'une enquête pénale. Les conséquences juridiques se sont enchaînées rapidement au cours des mois suivants, au fur et à mesure que les forces de l'ordre ouvraient des procédures formelles à leur encontre. Pour éviter des poursuites pénales immédiates et satisfaire au jugement de restitution civile, mon père et Cody ont été contraints de vendre leur propriété résidentielle à Little Rock, afin de rembourser intégralement les 320 000 $ dus à la succession de mon grand-père. Ne leur restant plus que des réputations détruites et des dettes accumulées, ils se sont présentés sur mon perron un soir, me suppliant désespérément d'accorder leur pardon et demandant à mon grand-père d'abandonner les poursuites restantes. Mon grand-père s'est avancé lentement vers la porte d'entrée, regardant son fils et son petit-fils à travers le panneau de verre, avec un calme absolu. Il n'a pas crié, n'a manifesté aucune colère, mais leur a simplement dit que le pardon ne nécessitait pas d'encourager des comportements toxiques, et ne signifiait pas non plus réintroduire des personnes malhonnêtes dans sa vie. Il a fermé la lourde porte en bois, l'a verrouillée fermement, puis est retourné dans son fauteuil du salon, coupant définitivement tout contact avec eux. Nous sommes revenus à notre routine paisible sur le domaine forestier de Little Rock, profitant de la paix et de la dignité que mon grand-père avait lutté si durement pour défendre. Entouré par les grands pins qu'il avait passé 40 ans à cultiver, il vivait confortablement, sachant que l'œuvre de sa vie était enfin protégée de la cupidité qui avait tenté de la déchirer. Ce parcours nous rappelle à tous que la véritable famille se définit par un amour sincère, la confiance et le respect mutuel, plutôt que par de simples liens du sang. Prendre la défense de ceux qu'on aime, et maintenir des limites fermes face à la trahison, même lorsqu'elle provient de nos proches, est essentiel pour préserver notre intégrité et notre tranquillité d'esprit.